Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur Equinox Télévision. À la une, incendie à la communauté urbaine de Douala. L'on est toujours sans nouvelles de ce qui a été à l'origine des feux. Les feux qui ont consumé à 40% le bâtiment qui abrite les services de la communauté urbaine de Douala, 6 au quartier Bonandior. Une chose est certaine, le travail sera sérieusement perturbé dans les tout prochains jours. Nous y reviendrons dans ce journal. Et puis la création d'un compte spécial pour la gestion des dons destinés aux soldats au front suscite des réactions au sein de l'opinion, notamment sur l'opérationnalité, mais également la gestion des dits fonds sur le plan national. Et enfin, à l'étranger, le Rwanda se souvient 21 ans après le génocide qui a donc frappé ces pays. Nous ferons le rappel historique de ces tristes événements dans ce journal. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Le réveil a été très difficile pour la plupart des employés de la communauté urbaine de Douala, eux qui ont vu voler en fumée une partie de leur bureau. C'était cette nuit, et bien tout le long de cette journée, autorités administratives et policières se sont succédées dans les décombres au quartier Bonandior en essayant de comprendre ce qui a pu être à l'origine de cet incendie. Pour le moment, l'enquête suit son cours, mais l'origine des feux sera certainement connue dans les tout prochains jours. Nos reporters Innocent Abega et Eric Martial Ndjomo se sont rendus sur les décombres du bâtiment en feu. Voici leur reportage. « 10h40 ce mardi matin. Les sapeurs-pompiers reviennent, toutes sirènes ronflantes sur le lieu de l'incendie. Il est question d'anéantir les dernières touches de braise qui laissent à certains endroits du bâtiment sinistré échapper une épaisse fumée blanche. Policiers et gendarmes ont pris le soin, quelques minutes avant, d'élargir la zone de sécurité. C'était juste après la sortie des décombres, des gendarmes et policiers en charge de l'enquête. Gants en plastique et mètres en main, ils notent leurs conclusions encore secrètes dans leurs documents. Tout est encore secret, mais il est demandé aux employés de la communauté urbaine, aux journalistes et nombreux curieux de s'éloigner. Raison nous apprend-on par la suite, les deux dalles sinistrées sont devenues trop fragiles et peuvent s'écrouler à tout moment. L'ampleur de l'incendie est perceptible sur le fronton et surtout l'estampille hôtel de ville dont les restes sont bien calcinés. Le préfet du département du Vouri, arrivé autour de 10h, aura l'occasion de l'apprécier. Lui qui profite pour emprunter cette entrée principale jadis joyeuse et bondée de monde et qui est ce mardi matin un long couloir sombre chargé de débris et de secrets. Des secrets sur l'origine de l'incendie notamment. Les petits groupes d'employés de la communauté urbaine de Douala dispersés de façon éparse dévient sur le sujet. Main criminelle ou pas, le plus important est pour eux de savoir à quand la reprise. À cette question, même le roi des belles, canton dont de nombreux fils et filles sont employés par la communauté urbaine de Douala, ne pourrait répondre. Lui, dépositaire des traditions, venu autour de 9h55, voit par lui-même les conséquences de l'appétit insatiable des flammes. Eh bien, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala s'est rendu en début d'après-midi dans ses bureaux. Il a eu d'ailleurs eu l'occasion d'apprécier l'ampleur des dégâts. Tout semble intact dans ce bureau comme dans ceux de certains de ses adjoints, un fait sur lequel le docteur Fritz Ntonen se penche pour rassurer de ce que tous les documents brûlés ont des copies à divers niveaux. Il précise par ailleurs que la communauté urbaine de Douala sera à nouveau fonctionnelle dans quelques jours. Les administrations touchées par l'incendie devant être temporairement transférées ailleurs. Dans l'élément qui va suivre, le docteur Fritz Ntonen tente de minimiser les dégâts causés par les flammes. Il est au micro, Eric Martial Ndjomo. Parce que vous ne savez pas ce qui est au niveau du cabinet. Le fait que la direction des affaires financières, une partie de la direction, puisque au fait, et la direction
des affaires administratives. Puis ce sont des directions qui sont éparpillées. Donc si une partie est touchée, vous faites ce qu'on peut déplorer, c'est la perte des documents, mais pas la perte des informations. Donc loin de nous cette insinuation que parce que peut-être c'est parti par telle direction, ça peut être tendancieux. Non. Le point le plus névralgique, je vous le dis, c'est le cabinet du délégué. C'est-à-dire ses bureaux et les bureaux des adjoints. C'est là où tous les secrets peuvent être gardés. Donc le reste, il y a même un archivage parallèle. Le délégué garde toujours certains documents plus importants en copie. Donc une direction qui brûle, oui, c'est pénible, mais ce ne serait pas la même chose que si le cabinet du délégué allait partir en fumée. Non, non. Parlons à présent de la mobilisation de l'effort de guerre populaire contre Boko Haram avec le président de la République qui instruit la création d'un compte spécial dans le cadre de la gestion de tous ces dons destinés à nos soldats au front. Je propose l'économie de ce communiqué avec Guy Zogo. Paul Biya a donc franchi le cap en créant un compte spécial destiné à la gestion des dons pour le soutien aux forces de défense. Celui-ci, d'après les termes du communiqué rendu public par le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, s'intitule « Contribution du peuple, lutte contre Boko Haram » sous le numéro 450-4137 et est logé dans les livres du Trésor public. Désormais, les contributions collectées au niveau des différentes unités administratives seront systématiquement reversées respectivement dans les perceptions pour ce qui est des arrondissements, les recettes des finances s'agissant des départements et les trésoreries générales pour ce qui est des régions, peut-on lire. Ces avoirs seront ensuite centralisés chez le payeur général du Trésor à Yaoundé, au plus tard le 10 de chaque mois, suivant celui au cours duquel ils auront été enregistrés à Planton encore. En outre, poursuit le communiqué, le ministre de la Défense est chargé de soumettre à la sanction du chef de l'État les propositions relatives aux dépenses liées à ce compte spécial. Enfin, au sujet des dons reçus jusqu'ici, le communiqué indique qu'il s'élève en date du 2 avril à 99 666 205 francs CFA, dont 89 666 205 francs CFA en numéraire et 10 millions de francs CFA en flash cash. Eh bien, disons à la suite de Guy Zogo que bien des interrogations fusent au lendemain de la création de ce compte spécial qui devait donc permettre de mieux gérer de la gestion donc des dons destinés à nos soldats au front. Eh bien, Guy Zogo et Emmanuel Diop ont essayé d'entreprendre de mieux comprendre cette situation. Nous y reviendrons, mais nous parlons tout d'abord de ces images que vous allez à l'écran. Il s'agit notamment de l'opération de collecte de fonds lancée le 13 mars dernier dans la ville de Douala, qui a donc été clôturée officiellement ce jour par le gouverneur de la région du littoral avec à la clé 349 397 450 francs CFA collectés, des fonds qui seront reversés au trésorier payeur général. Au cours de cette cérémonie, Joseph Betia Somo a interdit toute collecte non autorisée dans son unité de commandement. Il précise par ailleurs que les collectes se poursuivront dans des départements du Nkam et de la Sanaga maritime. Je vous propose à présent de suivre cette réaction de Joseph Betia Somo au sortir de cette collecte de fonds dans la ville de Douala. Eh bien, nous reviendrons sur cette réaction du gouverneur de la région du littoral. Eh bien, notons à la suite donc du gouverneur que des acteurs politiques jugent que l'ouverture d'un compte spécial est insuffisant. Il y a entre autres les réactions du maire de la commune d'arrondissement de la 3e, Théophile Cobnan, qui parle plutôt de la gestion de ce compte, de la distribution de ces dons sur le plan au niveau de ces soldats, tandis que la maire de la commune d'arrondissement de la 2e pense plutôt que c'est une belle initiative que vient de prendre le chef de l'État. Ces personnalités ont été interviewées par nos reporters. Viviane Kamoa, c'est dans l'élément qui va suivre.
Décidément, nous n'aurons pas ces éléments. Nous espérons que cet élément, cette fois, va suivre. On revient donc sur ces multiples questions qui fusent au lendemain de la création du compte spécial pour la gestion des dons du côté de Boko Haram. C'est dans cet élément que nous proposent Emmanuel Diop et Guy Zogo. La création d'un compte spécial par Paul Biya pour abriter les dons destinés aux soldats qui combattent au front contre Boko Haram suscite moult interrogations. D'aucuns se demandent pourquoi une telle démarche maintenant. Ce compte spécial vient pour essayer de réguler ces différents flux de la générosité des Camerounais au profit de nos forces de défense et de sécurité. D'autres s'interrogent pour leur part sur le signal que le chef de l'État entend envoyer en prenant une telle décision. Le signal, c'est que précisément le président de la République, prenant la mesure de cette sollicitude, entend faire que cette solidarité ne donne pas lieu à des gaspillages et à des mésusages. Et c'est donc une manière d'installer la gestion de ces flux-là dans la bonne gouvernance et la transparence. Et enfin, ceux qui restent viscéralement sceptiques et paraît que l'ouverture d'un compte spécial ne suffira pas à dissiper tous les doutes en matière de gestion des dons au Cameroun. Seule la création de ce compte spécial ne peut pas suffire à lever toutes les méfiances qui ont été installées depuis la fameuse opération Coup de cœur qui a précédé le Mondial 94. Seulement, en même temps, le geste du président de la République essaye d'installer la gestion de ces nouveaux flux de solidarité dans un sens positif. Il reste à comprendre également que c'est un cadre qui va contraindre la manière dont effectivement un certain nombre d'acteurs se mobilisent, soi-disant en faveur de nos forces de défense et de sécurité, alors peut-être qu'ils ont des agendas tout à fait égoïstes. Désormais, il ne reste qu'à juger les gestionnaires de ce compte spécial au pied de l'utilisation de ces fonds. Retour à présent dans la ville de Douala pour parler cette fois de la rivière Kondi. C'est à PK4, à PK8 où le danger reste présent. 5 mois après l'incident qui est survenu à cet endroit, on se rappelle encore de ce cargo qui s'était noyé et il y a eu plusieurs personnes qui avaient perdu leur vie au cours de cet accident de la circulation. Et bien nos reporters sont repartis sur les lieux du sinistre où ils ont pu faire le constat que rien, mais alors rien n'a évolué en ces lieux. Aucune balise de sécurité. C'est dans ce reportage de Dani Warenzede et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Des corps sans vie, sortis des profondeurs de la rivière Kondi, à PK8 à Douala. Des populations consternées par cet accident de la circulation, lors duquel un minibus, communément appelé cargo, a achevé sa course dans la rivière, avec près d'une trentaine de personnes à bord. Ce n'est pas normal, même pas un tout petit peu. Oui, on devait sauver les êtres humains, ça c'est pas normal. Ce spectacle, insupportable pour beaucoup, s'était produit le 30 octobre 2014. Le véhicule, qui tentait de sortir des embouteillages, avait basculé dans la rivière. Aucun garde-fou n'existant alors pour le retenir. 5 mois après, seulement quelques blocs de béton ont été disposés pour empêcher les véhicules de tomber dans la rivière. La chaussée à cet endroit est toujours parsemée de crevasses. Le lit du Kondi a été envahi par des hautes herbes. Une situation inadmissible pour les usagers. Ce qu'ils ont mis là, bon, ce n'est pas une sécurité à 100%. En mettant les garde-fous et en fermant un peu les petits trous là, ça devait être plus confortable. Moi, je trouve que ça, c'est les conneries. Ça, c'est pas un travail. Le gouvernement devait plutôt mettre bien des garde-fous, fermer les trous, pour voir un peu, pour plus de sécurité. Si possible même, soulever un peu le pont pour que l'eau puisse passer sans problème. Ce qu'ils ont mis là-bas, ça ne peut pas résoudre le problème. Parce que même si c'est la moto, si on fait l'accident, on entre toujours dans l'eau, même si c'est la voiture. Parce qu'il y a déjà eu trop de morts aussi. Puis on ne voit plus l'eau parce qu'il y a les herbes, mais dès que quelqu'un entre là-bas à l'intérieur, on ne te voit plus. Même à pied, traverser ce lieu suscite des frayeurs. Et on a toujours peur. Puisque quand on voit là, c'est toujours délabré. Ça fait peur. C'est toujours un choc parce qu'en plus c'est ça, peut-être avec une petite voiture, il peut encore avoir des meutes. Donc ce n'est pas en sécurité. Il faut vraiment que l'État voie le problème de cette situation-là. Pour mieux préserver cette plaque, il faut qu'on aménage d'abord cette zone. En plus de cela, la saison des pluies arrive à grands pas. Et jusqu'ici, aucune mesure n'est prise pour contenir le Kondi qui sort régulièrement de son lit.
Eh bien, c'est un fait devenu banal dans nos différents espaces marchands, c'est-à-dire des denrées alimentaires exposées à même le sol et qui côtoient parfois des ordures ménagères, des attitudes qui mettent en danger notre santé. Et les médecins ont d'ailleurs profité de la journée mondiale de la santé qui se célèbre ce 7 avril pour tirer la sonnette d'alarme. On se rappelle que le thème choisi pour la célébration de cette journée porte sur la sécurité sanitaire des aliments. Les précisions avec notre reporter Flavio Valondo. Des denrées alimentaires étalées à même le sol. Le spectacle est visible dans plusieurs marchés et artères du pays. Une situation qui met en péril la vie des éventuels consommateurs. Avec la saison pluvieuse, c'est grave. Et puis, vous voyez, même les pains, on met par terre la boue. On doit pas vendre les trucs en route comme ça, c'est pas bon. Nous sommes beaucoup exposés parce que quand la nourriture est étalée à même le sol, on court le risque de les transporter avec des bactéries. Dans ces espaces marchands, des usagers qui y vont déplorent l'état physique de ces lieux de ravitaillement des ménagères. Il n'y a pas assez de place pour poser les tables et mettre les aliments qu'on vend. Il y a des risques parce qu'il y a les fourmis, il y a les moustiques et les cafards. Des acheteurs de ces aliments presque impropres à la consommation courent des risques de maladies graves. Il peut s'agir par exemple d'une fièvre typhoïde. Ça peut être aussi une maladie d'origine parasitaire comme ce qu'on appelle vulgairement les vers. Et le plus souvent, ce sont ces maladies qui sont le plus répandues. La sécurité sanitaire des aliments, qui est le fil conducteur de célébration de cette autre journée mondiale de la santé, ne semble rien dire aux commerçants. Ce n'est pas normal, mais nous sommes déjà habitués ainsi. Puisque le marché n'est pas aussi spacieux, il n'est pas construit, donc les commerçants se débrouillent comme ils peuvent. Des spécialistes de la santé démontrent à suffisance que le consommateur des denrées alimentaires non hygiéniques est un potentiel malade. Si c'est des aliments qui sont prêts à être consommés sans cuisson, ils courent un risque d'attraper une maladie infectieuse d'origine digestive, localisée au niveau digestif. Et ces maladies peuvent se transmettre notamment par les diarrhées infectieuses qui peuvent être dues à des bactéries, à des virus, à des champignons ou à des parasites. Le risque est donc permanent, même dans nos marchés, surtout si les conditions d'hygiène des aliments que nous consommons ne sont pas respectées. La sécurité à l'intérieur du pays avec ces 124 élèves gendarmes qui ont reçu leur tout premier galon il y a quelques jours à Kribi. Ils seront aussitôt enrôlés dans la lutte contre l'insécurité de plus en plus grandissante dans la cité balnéaire, nous fait comprendre Joseph Abena dans ce reportage. Ils sont au total 124 à recevoir leur premier galon ce jour à Kribi. La cérémonie ici est présidée par le préfet de l'Océan, Antoine Bissaga. Après plusieurs mois de patience, ces bleus de la gendarmerie ont de quoi manifester leur joie. Mais je suis très émue par rapport à ce galon parce que ce n'est pas facile de porter. Nous avons très souffert pour avoir ce galon. Merci, nous sommes tellement dans la joie. Today I'm very happy. It's my joy. It's my joy. Très content d'avoir porté mon galon aujourd'hui là. Je suis très fier d'avoir pris mon premier galon dans l'année. Cette joie de fête sera bien sûr éphémère. Le commandant de compagnie, Mvorabanda Hervé, se chargera bientôt de les jeter au front de la lutte contre l'insécurité à Kribi. De plus en plus, la cité balnéaire est éventrée par des braqueurs. Le directeur général d'EVECAM vient d'échapper à leur assaut et tout récemment, c'est une dame qui avait été retrouvée assassinée à son domicile. Suffisant donc pour que ces jeunes gendarmes, pleins d'ambition, sachent qu'ils ont du pain sur la planche. La suite de ce journal, c'est en autre Djouala Judith, la mère du bébé volé. On se rappelle à l'hôpital de la police du côté de Yaoundé. Elle a donc été libérée cette journée. Elle est retournée chez elle après une semaine d'audition. Mais son bébé reste introuvable. Son époux a obtenu le OK du procureur pour l'ouverture d'une nouvelle enquête, cette fois diligentée par la gendarmerie.
En page magazine, on s'intéresse à la vente des bidons, des fûts et autres récipients qui prospèrent dans la capitale politique du Cameroun. L'activité connaît une certaine effervescence, suite donc depuis que la capitale politique Yaoundé connaît une véritable carence en eau potable. C'est dans ce reportage que nous propose Emmanuel Diop et Marcelin Ganson. Avec les multiples coupures d'eau, la vente des bidons, fûts, cubiténaires et autres citernes a le vent en poupe. 1500. Vous, c'est cher ou c'est moins cher? Mais ça va me servir. C'est bon. La cuve, c'est 5000 litres. On achète parce qu'il y a un problème d'eau à Yaoundé. Il faut ça pour réserve d'eau dans les maisons. La demande qui était déjà en hausse a connu un pic. Oui, depuis qu'il y a les coupures d'eau ici, là, bon, c'est bas et les clients viennent aussi acheter ça pour l'eau. Les récipients qui passent beaucoup ici, il y a les 20 litres et les cuves de 1000 litres et 2000 litres, 3000 litres, 4000 litres pour les châteaux d'eau. Mais il y a parfois, on fait 2 jours sans vendre. Même un bidon de 5 litres, on ne vend pas. Mais il y a les jours qu'on vend quand même. Comme on connaît dans le commerce, il y a les jours du marché, il n'y a pas les jours du marché. Mais on se bat quand même, on arrive à nourrir notre famille. Les acheteurs viennent des quartiers où les coupures d'eau sont plus récurrentes. Mendon, Damas, Siméon et autres carrières. Ah, depuis 6 ans, je n'ai pas d'eau. Pratiquement 6-7 ans, il n'y a pas d'eau. On a fait les forages pour que les eaux regardent à l'intérieur, pour que ça puisse nous alimenter, nous servir à la maison. Et puis ça a 400 000 francs. C'est dans la saison des grandes affaires pour les vendeurs, même s'ils disent ne pas en tirer un grand bénéfice. Nous ne sommes pas des fabricants de bidons, on achète dans les sociétés qui fabriquent, soit les sociétés qui importent les produits dans ces récipients. Or, nous ne sommes que des petits revendeurs. Or, quand ils sentent qu'il y a beaucoup de demandes, ils augmentent le prix. On est là seulement pour servir la population. Les seules difficultés qu'on rencontre, il n'y a que la voirie qui passe nous mettre mal à l'aise. À tout moment, ils passent, ils portent les choses, les marchandises, ils partent avec. Quand on revient là, on ne retrouve plus la marchandise. Ils ont à départager, chacun rentre chez lui avec et ce n'est pas bien. À l'étranger, cela fait 21 ans que le Rwanda a connu les moments les plus tristes de son histoire. Le pays des 1000 collines se transforme malgré un passé marqué par ce génocide que l'on se rappelle en 1994, des tristes événements qui avaient coûté la vie à un peu plus d'1 million de Hutus et de Tutsis. Nos reporters étaient récemment au Rwanda et ils nous ont ramené ce reportage. Kigali, 21 ans après le génocide. La capitale du Rwanda tente chaque jour qui passe d'effacer le triste souvenir de 100 jours d'horreur en 1994. Des immeubles sortent de terre comme des champignons. Dans les rues, c'est l'extrême propreté des chaussées et la discipline des usagers de la route qui saute aux yeux. Partout, les trottoirs sont débarrassés de call-box, caisses de cigarettes et autres objets de la brocante, comme on le voit à Douala. Kigali, 21 ans après le génocide, continue d'impressionner. Les conducteurs de mototaxis sont un exemple qui devrait inspirer beaucoup. Casque vissé sur la tête pour le conducteur, idem pour le passager. Le Rwanda, 21 ans après le génocide, ce sont ces images de reconstruction perpétuelle, ici au cours d'une journée communautaire. Et c'est ainsi, tous les derniers samedis du mois, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Civils comme militaires et même les touristes. Le sens du travail communautaire au Muganda, c'est une participation de tous les citoyens au développement du pays et au développement communautaire. C'est un travail qui n'est pas rémunéré, c'est une participation de nous tous au développement communautaire. Kigali, 21 ans après, c'est surtout cet hôtel. 1000 collines de son nom. Ici, ont trouvé refuge des milliers de Tutsis et Hutus modérés, fuyant la barbarie de certains Hutus. L'hôtel, en fait, en soi, est juste un lieu où la population est émotionnellement attachée par rapport à son passé. Par rapport à son passé, par rapport au fait qu'en 1994, il y a beaucoup de personnes qui ont pu avoir leur vie sauvée ici, presque 2000 personnes.
Donc du coup, ça crée un lien quand même émotionnel assez fort avec beaucoup de gens. Le Rwanda, 21 ans après, c'est le passage obligé de 3 mois d'horreur. Le 7 avril 1994, l'avion ayant à son bord les présidents rwandais Juvenal Habyarimana et burundais Cyprien Taryamira est abattu par des tirs de missiles venant des collines qui ceinturent Kigali. C'est le début d'un des plus grands génocides qu'ait connu l'humanité. Plus d'1 million de morts en 100 jours. Des victimes Tutsis majoritairement et des Hutus modérés. Le Rwanda, 21 ans après le génocide, a désormais les yeux rivés sur la maladie des États africains au sud du Sahara, à savoir la modification de la Constitution. Faut-il laisser Paul Kagame, à l'origine du Rwanda moderne, se présenter pour un 3e mandat, étant fixé à 2. Paul Kagame ne devrait être candidat à la présidentielle de 2017 que si la loi fondamentale est modifiée. Et voilà des belles images de Samuel Tchoufa et le récit de Serge Alain Autou. Cette information avant la deuxième partie de ce journal, PK Focam Institute of Excellence et la North China University of Technology unissent leur expertise pour une bonne formation, une formation de qualité des étudiants camerounais. Les deux institutions ont signé une convention allant dans ce sens. C'était du côté de Yaoundé. Reportage. Des signatures en n'en point finir, suivies de plusieurs échanges de documents. Voilà qui balise le chemin de la coopération naissante entre la PK Focam Institute of Excellence et la North China University of Technology. Les deux institutions universitaires convolent ainsi en juste noces dans le cadre d'un mariage de raison dont les principaux bénéficiaires sont les étudiants camerounais. Dans le cadre de cette coopération, nous cherchons à aider PK Focam Institute of Excellence à offrir des formations dans les domaines suivants: génie électronique, génie civil, génie mécanique, l'architecture et la conception, et ensuite la gestion et l'économie. Nous sommes confiants que de cette manière nous avons contribué de façon importante à aider les Africains à prendre en charge le développement de leur continent. En s'inscrivant à l'école de l'Empire du Milieu, PK Focam Institute of Excellence marque sa détermination à offrir de meilleures conditions d'études à ses apprenants. Elle gagne surtout des points dans sa quête permanente de l'excellence. Notre vision, notre mission essentielle, c'est de mettre au centre de l'Afrique, qu'est le Cameroun, une université de classe internationale. Pour avoir une université de classe internationale, il est important de faire une coopération avec les meilleures universités du monde pour permettre à l'ensemble de nos enfants de pouvoir participer de façon active à cette globalisation de connaissances qui nous permettra de nous en sortir aisément. Par rapport au coût qu'on envoie nos étudiants aux États-Unis, le coût est réduit à 1/6 du coût qu'on a envoyé, n'est-ce pas, des étudiants aux États-Unis. Deuxièmement, avec l'innovation, on est sûr qu'on aura une formation de pointe venant de la Chine. De façon pratique, les étudiants entameront les études sur place à PK Focam avant de boucler les 2 dernières années en Chine. They are going to transfer to our university after 2 years study. C'est la question pour eux d'avoir passé 2 années à PK Focam Institute of Excellence. Et aussi le critère de compétences linguistiques en anglais sera un peu sévère par rapport à eux parce qu'on attend d'eux d'être des étudiants excellents sur le plan académique. Que le coût de la formation est similaire à celui de notre université en Chine. Autour de 3 millions de francs CFA par an. Ce sont des formations qualifiantes initiales en fait, en réalité, c'est-à-dire que ce sont des étudiants qui sont recrutés avec le niveau baccalauréat d'ici à Advanced Level, qui vont donc faire une formation Bachelor of Science in Engineering, c'est-à-dire vont passer 2 années ici et ensuite 2 années en Chine. Donc, ils vont avoir le diplôme de North China University of Technology et le diplôme, n'est-ce pas, de PK Focam Institute of Excellence, c'est ça.
Mais les enseignants ont aussi tout à gagner de la coopération qui vient de voir le jour. C'est un partenariat qui va permettre ces échanges-là, c'est-à-dire les enseignants ici peuvent aller en Chine, passer 6 mois, et les Chinois peuvent venir au Cameroun, passer 6 mois, donc il y aura ces échanges-là. Ça sera bénéfique parce que c'est quelque chose comme un capacity building. C'est la première fois que la North China University of Technology fusionne avec une université africaine. Et le choix a été porté à juste titre sur la Piquet Focam Institute of Excellence, dont la qualité des enseignements, le cadre d'études et le sérieux forcent le respect et s'imposent de plus en plus hors des frontières nationales. Mesdames, Messieurs, je vous invite à présent à vous joindre à nous dans quelques poussières de secondes et nous allons revenir sur la création de ce compte spécial dans le cadre donc de la gestion de tous ces dons qui fusent de partout au Cameroun à l'endroit de nos forces de défense au front à l'extrême nord Cameroun. A tout de suite. Le secrétaire national aux droits de l'homme du Social Democratic Front est avec nous dans la deuxième partie de ce journal. Célestin Jamène, bonsoir. Étienne Pascal, bonsoir et bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Alors, quelle appréciation le Social Democratic Front fait-il de la mise sur pied de ce compte spécial dans le cadre donc de la gestion de tous ces dons qui sont collectés par le Cameroun depuis des mois pour soutenir nos forces de défense au front contre Boko Haram à l'extrême nord? Oui, ça fait exactement, Étienne Pascal, 2 mois et demi que ces collectes de fonds par les citoyens sont mises en place. Et le SDF a toujours lutté pour la transparence dans la gestion des fonds publics. Si j'ose dire, en tout cas les fonds qui sont destinés à nos fonctionnaires, en l'espace militaire, et pour la bonne gestion des institutions. Et je pense que là, nous avons l'exemple même d'une gestion qui s'annonce extrêmement chaotique, parce que ça fait exactement 2 mois et demi que les Camerounais s'acharnent pour essayer de venir en aide à nos militaires qui sont au front. Et en même temps, on se rend compte qu'aujourd'hui seulement, on pense à la création d'un compte spécial. Et non pas un compte bancaire classique, mais un compte au trésor public, dont on a donné d'ailleurs le numéro aux citoyens camerounais. Alors je me pose la question, est-ce que les Camerounais qui, demain, iraient encore donner leurs dons, leurs fonds aux militaires, devraient aller au trésor public pour placer directement leur argent? C'est la question que je me pose. Et par ailleurs, la vraie question, Étienne Pascal, c'est d'abord de se poser la question, quelle est l'opportunité de la création d'un compte de trésor public? Parce que vous savez très bien que quand l'argent rentre, même si ça émane du public, rentre dans un compte du trésor public, il peut être affecté à tout et n'importe quoi. Et pas forcément au destinataire qui était prévu à l'avance. Mais sauf que cette fois-ci, il y a quand même eu beaucoup d'argent, comme vous-même vous l'avez noté, et que le président de la République a jugé utile qu'il y ait de la clairvoyance et de la transparence, même dans la gestion de ces fonds. C'est quand même un début de solution par rapport aux préoccupations que l'opinion se faisait autour de cette mobilisation, de cet élan des populations camerounaises à l'endroit de nos soldats. Nous apprécions infiniment l'élan des Camerounais vis-à-vis de leur armée. Moi-même, j'ai fait des déclarations en ce sens depuis très longtemps. Je pense que quand il y a des questions de défense du territoire, d'intégrité du territoire, il faut absolument mettre à bas toutes nos divergences politiques. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais je crois que là, pour ce coup-là, le chef de l'État est indigne de sa fonction. On ne peut pas imaginer qu'un chef d'État puisse s'impliquer personnellement dans la création d'un compte de trésor public ou d'un compte bancaire. Ça ne se voit nulle part ailleurs. Ça fait problème. Il y a d'abord les ministres des tutelles qui sont là pour ça, le ministre de la Défense qui aurait pu gérer ces fonds-là, ou le ministre des Finances, comme les traditions nous l'imposent. Mais au contraire, on voit une sortie du chef de l'État qui instruit son ministre apparemment de l'ouverture d'un compte au trésor public. Je trouve ça complètement anachronique. Là, on est vraiment en train de toucher le fond. Je pense que le vrai enjeu aujourd'hui, ce sont les donateurs, les citoyens camerounais qui veulent manifester leur soutien à leur armée. Et le chef de l'État n'a pas à se rabaisser au point de donner des instructions pour la création d'un compte bancaire ou d'un compte au trésor public. Il était quand même urgent, Célestin Jamène, qu'on l'on canalise tous ces dons qui fusaient de partout, puisque dès le départ, c'était un élan, on ne sait pas initié par qui, mais il fallait quand même qu'à un moment donné, que tout cela soit canalisé et que cette canalisation trouve sa solution à travers la création de il n'y a pas un mode unique de canalisation. Rappelez-vous qu'au Cameroun, il n'y a jamais, les fonds collectés par le public n'ont jamais atteint leur destinataire. Qu'il s'agisse de la question de l'Agneos en 86,
la question du fameux coup de cœur des Lions Indomptables en 1984, où l'argent est resté entre Paris et New York, entre deux avions, ou maintenant même, on n'est absolument pas certain de la destination de ces fonds-là. Je pense que quand les associations ou les individus collectent des fonds pour adresser à des institutions ou à des personnes comme les militaires, je crois que ces associations peuvent parfaitement se rassembler et essayer de remettre ces fonds-là elles-mêmes aux militaires concernés. Parce qu'aujourd'hui, rien ne nous garantit de la transparence de ces fonds-là. Absolument pas. Et quelle est d'ailleurs l'opportunité de créer un compte spécial pour ça? Je pense que le chef de l'État s'est rendu qu'il y avait peut-être éventuellement des voleurs anonymes qui s'apprêtaient à détourner des fonds. Il a voulu un petit peu, comment dirais-je, légaliser, n'est-ce pas, ce vol. Parce que rien ne nous dit aujourd'hui où ira cet argent. Quand vous avez le commandant Joseph Kodji, donc à Mon Tribune, qui déclare que ces ressources ne sont pas encore mobilisées pour l'instant, on ne sait pas comment elles seront mobilisées demain, mais où va cet argent? Que fait-on actuellement avec cet argent-là? Et qu'est-ce qu'on en fait, justement? D'accord. Célestin Djamel, maintenant, quelle devrait être l'attitude des populations en tant qu'hommes politiques en pareille situation? Le Cameroun est quand même en guerre, ça il faut le reconnaître, contre la secte islamiste. Ça fait des mois à l'extrême nord Cameroun. Quelle devait être l'attitude des populations à ce moment-là, puisque c'est tellement l'initiative que ces populations ont prise de venir en aide financièrement et même à travers les multiples dons, semble ne pas correspondre ou alors scier à votre argumentaire. Comment devaient réagir les populations? D'abord, Étienne Pascal, le rôle des politiques. Il faut rappeler que les besoins militaires sont pourvus par l'État. Je crois qu'au Cameroun, il y a une loi de finances de 2015 qui prévoit 212 milliards pour le ministère de la Défense. À côté de cela, vous avez un montant de 229 milliards qui est destiné à la lutte spéciale contre Boko Haram. Maintenant, on a des dons des Camerounais lambda, anonymes, qui viennent donner leur argent pour, effectivement, aider nos militaires. D'abord, dont on n'a jamais dit qu'ils avaient du mal à se nourrir. Ils sont parfaitement bien équipés, ils sont nourris, mais on apprécie le geste fait par les Camerounais. Mais maintenant, l'argent qu'ils dépensent, qu'ils donnent pour manifester leur affection, leur soutien à ces militaires-là, on ne leur remet pas, je ne pense pas, un récépissé ou un reçu, hein, si j'ose dire, pour certifier le montant qui a été versé ou même de la destination de ces fonds-là. Il n'y a rien qui le démontre. Donc, en vérité, ce qui se passe aujourd'hui, je pense, comme dans le cas de la Coupe du Monde de 94, où les gens ont collecté exactement de la même façon des fonds, on ne saura jamais où sont destinés ces fonds-là et à qui ils sont destinés. Alors, en tant que secrétaire national aux droits de l'homme du Social Democratic Front, puisqu'il est justement question de la préservation des droits de l'homme en pareille circonstance, on parle là de la population civile. Est-ce qu'il y a lieu de parler de l'effort de guerre depuis que cette collecte a commencé, et cet effort de guerre concerne-t-il uniquement les hommes en tenue ou alors également les civils sont concernés par cet effort de guerre? Si on parle d'effort de guerre, il s'agit donc d'une question de combat militaire, parce que la guerre, c'est quand même un événement très spécifique. Bon, maintenant, il faut savoir que l'effort de guerre, c'est pour moi un abus de langage, parce qu'en vérité, quand on parle d'impôt de guerre, cet impôt doit être voté par le Parlement. Hein? Les Camerounais ont manifesté spontanément leur désir de soutenir notre armée. Donc, ce n'est pas un effort, ça n'a rien à voir. Quand on dit effort de guerre, c'est un langage abusif parce qu'en vérité, c'est les Camerounais qui spontanément se sont levés. Ils ont marché d'ailleurs aussi pour cela, même si on a eu des appréciations un peu divergentes sur cette marche. Mais en vérité, quand ils collectaient des fonds, d'ailleurs on parle de 172 millions déjà versés, déjà reçus par le ministère de la Défense, on parle de 349 millions versés par la région du littoral, et les chiffres sont complètement distendus et il y a une distorsion terrible. Les chiffres officiels, il faut le rappeler, on parle de 99 millions, les chiffres officiels qui sont contenus dans le communiqué. Oui, mais on parle de 79 millions, mais en même temps, quand vous lisez Cameroun Tribune, on parle d'un montant de 598 millions, donc promesses et dons déjà reçus. Mutation vous parle d'un montant de 172 millions déjà perçus, et maintenant, on nous parle de 79 millions. Donc, on n'est pas dans la clarté des informations et de la communication. Ce qui est certain, ce qui intéresse les Camerounais, c'est de savoir si ces fonds qui ont été dégagés vont véritablement atteindre leur destinataire. Pour moi, en ce qui me concerne, je pense qu'il y a un cafouillage qui est orchestré de façon tout à fait volontaire pour, en fait, se jouer de l'argent des Camerounais. Parce que jamais on ne saura. Il n'y a aucune garantie pour cela. Je pense que nous allons sortir par là. On n'a pas beaucoup entendu parler des partis politiques, notamment le Social Democratic Front, par rapport
à cette mobilisation des populations, ça signifie que vous êtes insensible à ce qui se passe à l'extrême nord? Non, pas du tout. Nous avons, d'ailleurs, vous savez très bien que j'ai déclaré une marche à Douala, justement de soutien en tant que secrétaire national droits de l'homme du SDF, qui a été refusée de façon assez mystérieuse par Alors, pour vous, la marche est plus importante que de... Elle fait partie d'une manifestation aussi pour témoigner de notre soutien, effectivement, à nos militaires, au front, mais en même temps, je crois que les partis politiques, même s'ils ne sont pas tenus, n'est-ce pas, à venir en numéraire, en aide à nos militaires, parce que je rappelle que quand il s'agit de besoins militaires, l'État doit prendre en charge les besoins militaires du Cameroun. Il ne s'agit pas aux partis politiques de venir et se sortir des montants pour les destiner à nos militaires. Ça n'a aucun sens. Je pense que l'État doit savoir que ce qu'on leur demande aujourd'hui, c'est puisqu'ils ont choisi de canaliser ces fonds-là, qu'ils communiquent sur la destination de ces fonds et rien d'autre. D'ailleurs, je pense que c'est les associations elles-mêmes, les individus qui devraient s'organiser pour acheminer eux-mêmes ces fonds à l'extrême nord. Merci Célestin N'Djamène, secrétaire national aux droits de l'homme du Social Democratic Front, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Etienne Pascal. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir accordé de votre attention. Nous espérons vous avoir encore assez nombreux demain lorsqu'il sera 20h. Bonne soirée à toutes et à tous.